Bonjour à tous. Je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau webinaire Second Souffle. Second Souffle, donc, on est là pour développer la capacité développer la capacité à rebondir des entrepreneurs. De la micro-entreprise à la PME, nous accompagnons les entrepreneurs dès leurs premières difficultés jusqu'à leur rebond, avec ou sans leur entreprise, gratuitement, sans limite de temps et sans aucun critère de sélection. Toutes nos actions au quotidien avec nos bénévoles, avocats, coachs, experts comptables, experts métiers, et d'apporter l'accompagnement individuel nécessaire à l'entrepreneur en difficulté. Et puis aussi nos actions avec nos jeudis du second souffle, nos journées 24 heures pour rebondir, nos formations, nos webinars et bien sûr l'instant coach. Aujourd'hui, après presque 11 ans d'existence, et on fêtera nos 11 ans au mois de juillet, nous sommes présents dans 27 villes, bientôt 28, en métropole, mais aussi en Outre-mer, la Martinique, l'île de la Réunion, et nous sommes reconnus d'intérêt général. Pour utiliser la plateforme, pour ceux qui ne connaissent pas encore, donc vous avez sur la droite de votre écran deux onglets, le chat pour discuter entre vous ou entre nous, l'onglet questions pour bien poser vos questions ici dans cet onglet, parce que sinon on va les perdre dans le chat. Pour poser votre question, vous avez un gros bouton bleu en bas. Et puis, vous pouvez également voter aux questions des autres que vous trouvez pertinentes. Donc, sur la gauche de la question, vous avez une petite flèche, vous cliquez dessus, ça fait un vote. Attention, si vous recliquez dessus, vous annulez votre vote. Des petits soucis techniques, vous avez un lien tout en haut. Voilà, donc aujourd'hui, on va parler financement et financement participatif avec nos deux amis de chez Ulule, Lucie et Laure. Bonjour, mesdemoiselles. Bonjour. Bonjour. Alors, le financement participatif, qu'est-ce que c'est Parce qu'on entend souvent le mot en anglais crowdfunding. Crowdfunding, financement participatif, c'est pareil. Alors, expliquez-nous ce que c'est exactement. Alors, ça veut dire la même chose. Le principe, c'est simple, c'est de faire appel à la foule pour venir financer un projet. Voilà, crowdfunding, financement participatif, faire appel à des particuliers pour financer un projet, de tout type qu'il soit. D'accord. Et donc, chez Ulule, vous êtes toutes les deux accompagnatrices de projets, c'est ça? C'est ça. Exactement. Donc, chacune dans des typologies différentes. D'accord. Étant donné qu'il peut y avoir des projets de tout type. Sur Ulule, ça peut aller de l'édition au projet associatif. Donc voilà, en fonction de nos affinités, avec les différentes typologies, différents projets. Bon, alors on démarre la présentation. C'est parti. Alors, donc là, on va vous présenter rapidement le fonctionnement et les clés de succès d'une campagne. Donc, pour commencer, on va rappeler rapidement ce qu'est le financement participatif. Je veux bien, William, que tu passes à la première slide. Voilà, comprendre comment ça marche. La slide suivante, s'il te plaît, merci. Donc, voilà, c'est ce qu'on vous disait en introduction. Le crowdfunding ou financement participatif, qu'est-ce que c'est? C'est faire appel à une personne pour financer un projet. Ce qu'on aime bien rappeler, c'est qu'en fait, c'est un principe qui existe depuis très longtemps. La Sagrada Familia à Barcelone, Chaumont à Paris ou encore le socle de la Statue de la Liberté, c'est le point commun entre tous ces monuments et lieux, c'est qu'ils ont été financés par le financement participatif, qu'on appelait souscription publique à l'époque. Donc voilà, c'est vraiment un principe qui existe depuis très longtemps. La différence, c'est qu'aujourd'hui, grâce à Internet, les réseaux sociaux et les plateformes de financement participatif comme Ulule et comme beaucoup d'autres, vous pouvez de manière beaucoup plus simple et universelle faire appel à la foule pour financer un projet. Au-delà du financier, ça a tout un tas d'autres aspects non financiers qui sont intéressants et que les porteuses de projets, entrepreneurs, associés viennent rechercher. Et qu'au-delà du financement, vous pouvez collecter, prévendre de façon simple un produit, tester un marché, tout gagner en visibilité. C'est un outil de communication assez puissant qui vous permet d'agrandir votre communauté, avoir des feedbacks sur un produit de la part de contributeurs, contributrices. Ça s'appelle campagne, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est une vraie opération de communication. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, William, s'il te plaît. Voilà. Donc, on va détailler un petit peu les étapes clés d'une campagne, mais là, un petit peu avant de commencer, on voulait vous représenter un exemple de page. Donc, ça, c'est une page Ulule, mais il y a beaucoup de choses qu'on va vous dire qui sont finalement valables pour
pour toutes les campagnes de crowdfunding, que ce soit sur une plateforme comme Ulule ou sur une autre. Le premier point de départ pour pouvoir lancer un crowdfunding, un financement participatif, c'est bien sûr d'avoir un projet clair et identifié, qui soit le plus créatif, innovant, entrepreneurial possible et surtout capable de fédérer une communauté de personnes. Voilà, la dimension collaborative dans le projet est très importante puisque c'est ça qui vous permet de fédérer derrière une communauté de soutien. Vous devez vous fixer également un objectif à atteindre. Ulule fonctionne sur ce qu'on appelle le principe du tout ou rien. Voilà, comme beaucoup de plateformes aussi, hein, ça dépend des plateformes, ça c'est une mécanique qui existe sur Ulule et qui existe souvent en crowdfunding. Ça veut dire quoi le tout ou rien? Ça veut dire que vous devez atteindre ou dépasser l'objectif financier que vous vous êtes fixé pour pouvoir toucher les fonds. On reviendra un petit peu plus en détail dessus, mais je voulais commencer par préciser ça. Vous devez également vous fixer une durée. En moyenne, une campagne dure 30-40 jours. Mais voilà, c'est une campagne crowdfunding à une durée limitée dans le temps. Et enfin, il y a un système de contrepartie sur toutes les campagnes de crowdfunding. Les contreparties, qu'est-ce que c'est? C'est des choses que vous allez donner, offrir à vos contributeurs et contributrices en échange du don qu'ils vont vous faire. Ça aussi, c'est un point un peu clé, on y reviendra dessus. Ce que je veux juste préciser avant de commencer, c'est que les contreparties peuvent être uniquement matérielles, symboliques, expérientielles, mais elles ne peuvent être en aucun cas financières. C'est-à-dire qu'il y a différents types de crowdfunding. Vous ne pouvez pas faire de la prise de participation au capital d'une entreprise sur Ulule. C'est un autre type de crowdfunding. Et une plateforme comme Ulule, c'est une plateforme de crowdfunding don contre don. Donc, il ne peut pas avoir de contrepartie financière en échange les contributeurs et contributrices peuvent vous faire. Donc voilà pour les premiers points clés d'une campagne. Oui, donc il y a des petits problèmes de son, les gens l'entendent. Hein, il y a des petites coupures par moment. Oui. Ouais. Mince. Donc ma caméra. Ça ne vient pas de la plateforme, ça vient du côté de Lucille. Je ne peux rien y faire et vous non plus, messieurs, dames. Je suis désolé. Alors, est-ce que si je coupe ma caméra, ce sera peut-être mieux? Oui, oui. Okay. Faut peut-être demander à tous les gens qui sont dans ta famille de regarder Netflix en même temps. Et pourtant, je suis seule chez moi. Mais on peut passer à la slide suivante. Oui, bien sûr. Alors, donc là, c'est un petit point théorique de la présentation. On vous le présente maintenant parce qu'on fait souvent référence au cercle de financement en crowdfunding. S'il y a une slide à retenir, c'est peut-être celle-là aussi, puisque c'est une mécanique très importante en crowdfunding, peu importe la typologie de votre projet. C'est vraiment valable pour tout type de projet et c'est très important de bien respecter cette mécanique pour pouvoir atteindre son objectif et faire de sa campagne un succès. Donc, qu'est-ce que c'est que ces différents cercles? C'est les différentes personnes auprès desquelles vous allez faire appel pour pouvoir financer votre projet. Le premier, c'est votre famille, voilà, les proches, tout le réseau proche du porteur de projet ou de l'équipe du projet. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que vous devez être capable d'aller chercher au moins 20-30% de l'objectif que vous vous êtes fixé avec ce premier cercle. Pourquoi? Parce qu'en crowdfunding, il y a un vrai effet psychologique, un vrai effet jauge, et nous, on le voit très bien sur toutes les campagnes. Tant qu'un projet n'a pas atteint ce seuil critique de 20-30%, il aura beau diffuser son projet, essayer d'aller chercher du grand public, des inconnus, et ben malheureusement, ça ne marchera pas, puisque la campagne ne sera pas assez crédibilisée, ne donnera pas assez envie à des gens qui connaîtraient peu, voire pas du tout le projet. Donc, c'est impératif pour tout type de projet, pour toutes les campagnes, d'être capable de bien fédérer un premier cercle de proches, de personnes, d'ambassadeurs qui vont vous soutenir et qui vont vous aider à aller chercher derrière les autres cercles. Dans le deuxième cercle qui on range ensuite, eh bien, ça va être votre réseau un petit peu plus éloigné. Les amis d'amis, les communautés que vous pouvez avoir déjà sur les réseaux sociaux, fédérés autour de votre projet, etc. Et enfin, le troisième cercle, celui qu'on a envie, bien sûr, d'aller toucher quand on lance un crowdfunding, les fameux inconnus, la foule, le grand public. Alors, il faut vraiment avoir en tête que ce cercle-là, c'est dans un dernier temps qu'on peut aller le chercher et que vous ne pourrez malheureusement pas aller toucher des inconnus tant que vous n'aurez pas réussi dans un premier temps à fédérer et engager sur la campagne le premier et le deuxième cercle. Voilà, il faut vraiment y aller étape par étape et ne pas brûler ces étapes pour être sûr de faire de sa campagne un succès.
ces règles vraiment se vérifient sur toutes les campagnes, toutes les typologies de projets, peu importe l'objectif. Donc, c'est vraiment clé. C'est très important de l'avoir en tête. Pour insister, enfin, ceux qui connaissent un peu le crowdfunding, vous en avez peut-être déjà entendu parler, mais on parle souvent de la métaphore du restaurant vide et du restaurant plein. Malheureusement, pas trop d'actualité en ce moment, mais on espère qu'il pourra le redevenir bientôt. Qu'est-ce que c'est que cette métaphore? C'est de dire que si vous êtes en vacances dans une ville que vous ne connaissez pas, vous cherchez un restaurant pour aller manger, il y en a un avec une terrasse bondée, remplie de monde, et à côté, il y a un restaurant complètement vide. Et ben en fait, intuitivement, on va plutôt avoir tendance à aller dans le restaurant où il y a du monde parce que c'est un gage de confiance et de crédibilité. En crowdfunding, c'est exactement pareil. Ça veut dire que quelqu'un qui ne connaît pas un projet, qui va tomber sur une page avec une jauge très basse et très peu de contributeurs, bah malheureusement, instinctivement, il ne va pas avoir envie de contribuer, il va être plutôt attiré par des campagnes avec des jauges hautes et beaucoup de contributeurs. Donc, c'est pour ça que vraiment, cette mécanique des 3 cercles, elle est clé, et il faut prendre le temps de bien identifier ces cercles avant de lancer une campagne. Lucille, les 20 ou 30% d'objectifs pour le premier cercle, c'est le minimum à atteindre? Exactement, c'est le minimum. C'est-à-dire que si, par exemple, le porteur ou la porteuse de projet a un objectif de départ de 10 000 euros, il faut impérativement qu'il puisse trouver 2 à 3 000 euros rapidement grâce à son premier cercle, donc sa famille, ses proches, ses amis proches, pour pouvoir espérer derrière aller chercher le reste avec les autres cercles. D'accord, donc il faut d'abord qu'on ait au moins 20 à 30% d'objectifs avant de passer au deuxième cercle. Exactement. Ok. Tu veux la slide suivante? Oui, s'il te plaît. Et je vais laisser Laure prendre le relais pour la suite. Oui, du coup, là, on rentre un petit peu dans le vif du sujet. Donc, on va parler d'un des moments les plus importants de votre campagne, de votre crowdfunding. C'est en réalité la période qui la précède. Donc, toute la préparation d'une campagne est très, très importante en amont, notamment concernant votre communauté. Donc, William, je veux bien que tu passes. Merci beaucoup. Donc, comme c'est écrit rouge sur blanc, une communauté ne naît pas spontanément. Elle se bâtit en amont de la collecte. Certains porteurs de projets pensent parfois que c'est en lançant leur campagne, que d'un coup, tout le monde va découvrir sur le tas, que c'est ce qui va faire grossir sa communauté. En réalité, c'est plutôt l'inverse. C'est la communauté qui permettra de faire grossir vraiment le projet. Donc, pour cela, il faut qu'elle soit déjà bien travaillée en amont. Ce que je suis en train de dire dépend énormément en fonction de l'objectif que vous allez vous fixer. On n'a pas besoin d'une même communauté quand on a un objectif de 1 000 euros qu'un objectif de 20 000 euros. Mais il faut vraiment l'avoir en tête. Et donc, plus votre objectif sera gros, plus il vous faudra une communauté préparée et engagée. Et donc, plus ça vous nécessitera de temps pour réunir une communauté engageante. Et pour cela, donc, il y a 3 points sur lesquels il faut travailler. Le premier, donc, comme Lucille disait, votre premier cercle, c'est vraiment un des éléments les plus importants de votre campagne parce que c'est vraiment la base solide qui va permettre de rendre votre campagne assez dynamique dès le début. Donc, il faut vraiment faire de la pédagogie autour de soi, auprès de ses proches, pour leur expliquer notamment comment fonctionne le crowdfunding, le fait que vous serez limité dans le temps, que vous avez un objectif à atteindre et que si vous ne l'atteignez pas, dans ce cas-là, vous ne touchez aucun des fonds, pour bien leur faire comprendre le fait que leur soutien dès le départ sera très important pour vraiment dynamiser votre jauge et pour ensuite pouvoir toucher un cercle plus large. Donc, bien préparer vos soutiens à l'approche de votre campagne. Et ensuite, travailler sur votre deuxième cercle, donc en identifiant les potentielles contributrices et contributeurs que vous pourriez avoir, les différents médias qui pourraient potentiellement être intéressés par votre projet, et avoir un outil qui permettrait de fédérer un petit peu tous les membres de votre communauté, notamment par exemple en créant des réseaux sociaux qui seraient directement dédiés à votre projet. Donc voilà, en fonction de votre cible, ça peut être Facebook, Instagram, LinkedIn, Twitter, et vraiment, comme je disais, de travailler en amont. Récupérer un maximum de leads, de personnes qui pourraient être intéressées, de façon à ce que vos réseaux sociaux soient déjà cadrés et avec un certain nombre de personnes auprès de qui communiquer au moment du lancement. Donc, pour créer vos réseaux sociaux, on vous conseille de vraiment vous y mettre
plusieurs semaines, voire plusieurs mois avant le lancement de votre campagne, et de bien les nourrir en contenu, de façon à ce qu'il y ait un côté un peu attrayant. Et donc, pour cela, j'aimerais bien que William, tu passes à la slide. Ouais, j'ai une question. Tu as marqué sur ton slide à la fin, là, bien sélectionner ses réseaux sociaux. Alors, je crois savoir ce que ça veut dire, mais qu'est-ce que tu peux me dire là-dessus, quoi? Pourquoi il faut sélectionner ses réseaux sociaux? La cible, en fonction de mon projet, sera différente. Et donc, en fonction de l'âge, des centres d'intérêt, les réseaux sociaux s'adaptent un petit peu. On n'a pas forcément les mêmes personnes qui se trouvent sur Instagram que sur LinkedIn. Donc, par exemple, si la cible est relativement jeune, c'est vrai que certains réseaux sociaux sont un peu privilégiés. Donc là, en l'occurrence, je pense plutôt à Instagram. Pour certaines campagnes qui sont un peu plus pro et qui touchent des personnes un peu plus âgées, dans ce cas-là, il faut se diriger vers des réseaux sur lesquels on pense que notre cible se trouve plus. Donc là, par exemple, en l'occurrence, LinkedIn. Donc, en fait, ça va avec l'identification des potentiels contributeurs et contributrices que vous aurez faites en amont. Absolument. Voilà. Et donc, ensuite, une fois que vous avez une communauté, il faut savoir bien communiquer auprès d'elle et rendre le projet vraiment attractif à leurs yeux. Et donc, pour cela, on mise tout sur le storytelling. Le storytelling, c'est la capacité que vous allez avoir à raconter la belle histoire de votre projet. Donc, comment celui-ci est né, ce qu'il implique pour vous. Voilà, bien vous montrer également dans ce projet, parce que quand on contribue en crowdfunding, on contribue certes pour un projet qui nous intéresse, mais aussi pour des personnes qu'on souhaite soutenir. Donc, le fait d'incarner le projet est un point très important et qu'il ne faut vraiment pas négliger. Bien expliquer du coup ce que ça implique et toute votre histoire vis-à-vis de ce que vous avez créé. Donc, toute cette histoire, vous pouvez la raconter sur votre page Ulule, mais également tout au long de votre communication sur vos différents canaux, et donc tout au long de la campagne, et ce qui signifie que vous allez avoir besoin d'être très impliqué dans votre campagne. Donc, ça, c'est quelque chose dont il faut que vous soyez conscient. C'est le fait que c'est assez chronophage, une campagne, ça nécessite du temps, de l'énergie. Alors, de l'énergie positive, oui, mais c'est de l'énergie. Donc, bien avoir ça en tête et bien montrer que vous êtes là pendant toute votre campagne avec des posts réguliers, des relances, des réponses aux commentaires pour montrer que vous créez vraiment un lien avec vos contributrices et contributeurs et que c'est ce qui permettra par la suite de les impliquer énormément dans le projet et donc faire en sorte que vos soutiens deviennent des ambassadeurs. Donc, voilà. Pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on a parlé du comment créer, maîtriser son pitch. Et donc, on a parlé du storytelling, pour ceux qui étaient là la semaine dernière. J'espère que vous vous en rappelez. Sinon, c'est toujours en replay sur Second Souffle. Je vois que Werner est là. Je me rappelle pas de tout le monde, parce que la semaine dernière, on était plus de 400 personnes. Mais faites le rapprochement justement avec le webinaire qu'on a fait la semaine dernière. Très intéressant, ça. Slide suivante, Laure. Oui, s'il te plaît, William. Et donc, je passe la parole à Lucille. Je reprends pour vous parler de l'objectif, point clé, autant que les autres, mais d'autant plus, je dirais, puisque nous, on le voit, une des causes principales d'échec des campagnes sur Ulule. Échec, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est des projets qui n'ont pas réussi à atteindre leur objectif. C'est un mauvais calibrage de l'objectif de départ. Donc ouais, je veux bien que tu passes à la slide suivante, William. Donc, la première chose à savoir, c'est que sur Ulule, il y a 2 types d'objectifs possibles, comme sur d'autres plateformes. Le plus classique, c'est l'objectif financier. Voilà, vous avez un exemple, ce projet qui avait besoin de 3 000 € pour le nouveau fournil de cette boulangerie près d'Orléans. Et à côté, c'est un objectif de pré-vente. Donc là, c'est un projet plus entrepreneurial. C'est la marque Ecoya qui avait un minimum de 100 pré-ventes pour lancer la première production de ce produit, des coques infinies. En fait, c'est des coques de téléphone faites à partir de matériaux recyclés. Donc voilà. Donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que la pré-vente, c'est plutôt pour des campagnes
type produit. Vous lancez une marque de mode, vous lancez une marque de cosmétiques, vous avez un projet d'édition. Voilà. Enfin, s'il y a un produit, l'objectif pré-vente est assez bien adapté. Pour toutes les autres typologies de projets associatifs, culturels, ouverture de lieux, etc., l'objectif financier plus classique fonctionne mieux. Dans les faits, c'est surtout une différence en termes de communication. Est-ce que vous préférez communiquer sur un objectif de pré-vente que vous faites, de précommande d'un produit, ou bien plutôt sur le chiffre d'affaires que vous collectez, l'objectif financier. William, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Voilà, merci. Donc, nous, chez Ulule, on est là pour vous accompagner, pour vous aider à bien définir ces éléments-là, mais pour vous donner déjà quelques éléments pour comprendre comment bien déterminer l'objectif de départ que vous vous fixez en crowdfunding. La première chose à avoir en tête, c'est que l'idéal, c'est de partir vraiment sur l'objectif minimum dont vous avez besoin. Pourquoi ? Parce que l'enjeu, c'est d'atteindre le plus vite possible les 100%, sécuriser les fonds, être sûr de les toucher. Pour rappel, hein, Ulule, c'est le principe du tout ou rien. Si vous n'atteignez pas les 100%, tout le monde est remboursé. Donc, sans frais, donc c'est-à-dire que c'est une opération blanche, vous ne perdez rien, vous perdez seulement le temps investi, mais bon, c'est quand même dommage. Donc, partez sur l'objectif minimum, quitte à le dépasser derrière, par palier. Par exemple, vous avez pour projet d'ouvrir un lieu, un restaurant dans une ville. Bon, l'idéal, c'est de dire, j'ai besoin de 5 000 € pour finaliser l'aménagement du lieu. C'est tout juste, mais je peux le faire. Et puis derrière, de communiquer sur les paliers suivants en disant, OK, on a atteint les 5 000 €. Maintenant, avec 10 000, on pourra aménager davantage. Avec 15 000, ce sera d'autres événements qu'on organisera, etc., etc. Donc voilà, une logique de palier. Partir sur l'objectif minimum, puis derrière, essayer de le dépasser par palier. La deuxième chose à avoir en tête, c'est que la contribution moyenne sur Ulule et sur toutes les autres plateformes de crowdfunding don contre don, elle est aux alentours de 50 €. Donc parfois, c'est plus facile de réfléchir en termes de personnes qu'il faut aller chercher plutôt qu'en objectif financier. La campagne moyenne sur les plateformes de crowdfunding, c'est 4 500 €, 5 000 €. Donc ça représente entre 90 et 100 personnes à aller chercher. Donc là, à vous de reboucler avec vos cercles en vous disant, OK, moi aujourd'hui, combien j'ai de contacts à disposition, combien de personnes me suivent sur les réseaux sociaux, etc. pour estimer si finalement, en fonction de la communauté que vous avez et de l'objectif que vous fixez, c'est jouable, tel ou tel nombre de personnes à aller chercher. On pourrait se dire, Lucille, que le premier cercle va donner plus que le deuxième et le troisième cercle. Très bonne remarque, c'est tout à fait vrai. En fait, la contribution moyenne est de 50 €, la contribution médiane est plutôt de 25 €. Pourquoi ? Parce que le premier cercle donne en général plus, aux alentours de 100 €. Et en revanche, le troisième cercle donne plutôt moins. Bon, alors après, tout ça est toujours à mettre en relief par rapport à la typologie de projet que vous avez et par rapport à ce que vous proposez. Mais les grandes moyennes, les grandes tendances, c'est ça. Le troisième point, on vous le disait au début quand on parlait de la mécanique des 3 cercles, c'est toujours cette capacité à aller chercher au moins 20 à 30% de votre objectif de départ grâce au premier cercle. Quatrième point, méfiez-vous des réseaux sociaux. Parce que nous, on nous le dit souvent, voilà, j'ai besoin de 10 000 €, c'est 200 personnes, ça va le faire, j'ai 200 personnes qui me suivent sur Facebook. Alors non, attention, on ne sort pas aussi facilement sa carte bleue qu'on like un projet sur Facebook. Donc voilà, ça c'est clair et ça se vérifie tout le temps. On estime en crowdfunding que dans la réalité, c'est entre 1 à 10% des personnes qui vous suivent sur les réseaux, sur Facebook, mais c'est pareil sur Instagram, sur LinkedIn. C'est 1 à 10% de ces personnes qui vont potentiellement vous soutenir sur une campagne de crowdfunding. Donc ça veut dire que si vous avez 100 personnes qui vous suivent, dans la réalité, c'est 1 à 10 qui potentiellement vous contribuent. En sachant que 10%, c'est vraiment pour des communautés très engagées. Donc voilà, attention à ça. Et enfin, le dernier point, c'est n'oubliez pas bien sûr d'inclure tous les frais liés à la campagne dans votre objectif de départ pour ne pas vous retrouver le bec dans l'eau à la fin en collectant tout juste votre objectif et en vous rendant compte que une fois la commission Ulule prélevée, une fois les taxes, la TVA par exemple, si vous faites de la prévente partie, vous n'avez plus assez pour finalement finaliser le projet. Et j'en profite, là, j'ai parlé de commission Ulule, c'est comme ça qu'Ulule se rémunère et c'est le principe sur beaucoup de plateformes. On prend une commission de 8% TTC sur l'ensemble des fonds collectés, seulement bien sûr en cas d'atteinte de l'objectif ou de dépassement. Donc voilà pour l'objectif. Je vais vous parler maintenant rapidement de la durée. Il n'y a pas grand-chose à dire. En fait,
Une campagne, ça dure en moyenne 30-40 jours, pas plus, pas moins. Pourquoi? Parce que c'est vraiment le temps suffisant qui doit vous permettre de fédérer, enfin voilà, de fédérer rapidement votre premier cercle et derrière essayer d'aller chercher des contributeurs et contributrices au-delà. Faut que ça reste court pour que ça reste dynamique et engageant. Laure vous l'a dit aussi, une campagne c'est chronophage, donc finalement une campagne de 3 mois, c'est à la fois épuisant pour l'équipe du projet, parce que voilà, c'est 3 mois à communiquer à fond. Vous risquez de vous épuiser, vous risquez aussi de lasser les gens à force de communiquer. Donc, pas trop long, vraiment. Une campagne de 30-40 jours, c'est suffisant pour que ça reste court, dynamique, pour ne pas risquer de vous essouffler. Et, donc, c'est vraiment ce qu'il faut. La courbe en U que vous voyez, c'est vraiment la dynamique qui est propre à toutes les campagnes. Donc là, ça s'applique à toutes les typologies de projets. Beaucoup de dons au début, si vous avez bien engagé votre premier cercle. Beaucoup de dons à la fin, parce qu'il y a il y a beaucoup de gens qui procrastinent, qui attendent le dernier moment pour contribuer. Donc, si vous les relancez bien dans la dernière ligne droite, les dons s'accélèrent. En revanche, il y a toujours une grosse période de ralentissement au milieu de campagne. Et c'est pour ça aussi qu'on déconseille de partir sur des campagnes trop longues, parce que finalement, ça ne fait qu'augmenter cette période de creux de la vague, où finalement, c'est décourageant pour le porteur, la porteuse de projet. Donc, voilà. 30-40 jours, c'est largement suffisant. Et oui, pardon, William. Oui, je disais, si je porte un projet, moi, avant de lancer ma campagne, j'aurais quand même fait les efforts nécessaires sur les réseaux et auprès de mon premier cercle, déjà pour communiquer là-dessus. Tout à fait, tout à fait. Donc, ça fait pas encore partie de la campagne Ulule, mais ça doit faire partie de chaque porteur de projet. En fin de compte, parlez-en autour de vous, commencez à en parler sur vos réseaux sociaux avant de lancer votre campagne déjà. Exactement. Là, je parle de la durée de la campagne en tant que telle, quand le projet est en ligne sur la plateforme. Mais il y a effectivement une période de pré-campagne à prévoir, où il y a toute cette dynamique d'engagement de la communauté, de préparation du premier cercle, des réseaux sociaux en amont, qui peut durer plusieurs semaines, plusieurs mois, en fonction de la communauté que vous avez déjà au départ et de l'objectif que vous visez. Ça, c'est toujours aussi à mettre en relief, comme disait Laure, avec l'objectif visé et l'ambition des campagnes. Cette période-là peut servir justement à augmenter son deuxième et son troisième cercle. Tout à fait, exactement, bien sûr. Exactement. Je sens que tu es prêt, William, pour lancer. Mais moi, j'ai plein de projets dans la tête. Et un rapide point sur la saisonnalité, puisque c'est une question qu'on nous pose souvent. Quand est-ce que je peux lancer ma campagne de crowdfunding? Là, vous voyez un petit peu sur Ulule les grandes dynamiques qui sont propres globalement à toutes les plateformes de crowdfunding type don contre don. Il y a 2 périodes un peu noires à éviter. C'est le mois d'août et le mois de décembre. Pourquoi? Parce que c'est les grandes vacances, c'est les vacances de Noël. Donc, ça se comprend assez facilement. Hein. Les gens sont de toute façon beaucoup moins connectés à ces périodes-là, donc plus compliqués à mobiliser. Donc, à part ces périodes-là qu'il faut éviter, toute période est bonne pour se lancer. Moi, ce que je dis toujours, c'est que la meilleure période, c'est celle à laquelle vous êtes prête. Et la période, une période durant laquelle vous aurez du temps aussi à consacrer à la campagne. Parce qu'on n'arrête pas de le dire, c'est assez chronophage, ça demande de l'énergie. Donc, faites ça quand vous vous sentez prêt et quand vous aurez du temps pour l'animer correctement. Alors, je te corrige, Lucille, au mois d'août, c'est à cause des vacances. Mais au mois de décembre, c'est pas parce que c'est les vacances, c'est parce qu'il y a un monsieur tout rouge qui a créé sa propre plateforme de crowdfunding tous les ans au mois de décembre. C'est vrai. Et c'est vrai qu'il prend beaucoup de place sur tous les réseaux sociaux. C'est compliqué de se faire la sienne. Tout à fait. Donc, un autre élément très important à définir, ce sont vos contreparties. C'est ce que vous allez proposer à vos soutiens en l'échange de leur soutien financier. Donc là, on traite cela de manière assez générale. Excuse-moi, Lucille, mais une question toute bête. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'une contrepartie? Si je cherche à être financé, est-ce que c'est une obligation? Est-ce que... C'est obligatoire. En crowdfunding, il est obligatoire de proposer une contrepartie. Et étant donné que vos soutiens vont vous permettre de faire voir le jour à votre projet, c'est important de leur proposer en échange quelque chose en lien avec ce projet, directement en lien avec celui-ci. J'insiste sur ce point, parce que c'est ce qui créera d'autant plus d'attractivité vis-à-vis de vos soutiens.
un peu en guise de remerciement et pour vraiment les intégrer au projet. D'accord. Donc, je peux pas lui donner les tickets restaurants. Exactement. Non, il faut que ce soit vraiment directement. Et en soi, c'est pour ça que votre soutien, votre contributrice, votre contributeur va venir sur votre page. C'est pour le projet en lui-même. Donc, lui proposer une contrepartie qui n'a aucun lien avec le projet n'aurait pas trop de sens et risquera justement de faire fuir vos potentiels soutiens. Donc, ça, c'est… et donc, vous l'avez dit au début, la contrepartie ne peut pas être financière. Exactement. Ça doit être une contrepartie. Alors, il y a 3 types de contreparties, pour une idée. Donc, contrepartie symbolique, contrepartie matérielle ou contrepartie expérientielle. Mais absolument pas financière. Ça, c'est du crowd equity. C'est donc un autre type de crowdfunding. Et donc, même si les schémas de contrepartie sont très différents en fonction du projet, par exemple, ce ne sera clairement pas le même schéma si vous voulez lancer une campagne de prévente pour, par exemple, des produits cosmétiques. Ce ne sera pas le même schéma que, par exemple, un projet associatif où là, les contreparties sont beaucoup plus symboliques que dans le premier cas où les contreparties sont plus matérielles, étant donné que c'est le produit cosmétique qui est au cœur du projet. Donc voilà, le point commun pour tous ces projets, c'est que les contreparties doivent être directement liées au projet en lui-même. Donc, comme vous pouvez le voir, on vous a noté quelques paliers de contreparties qui sont privilégiés, qui sont très souvent sélectionnés par les soutiens. Donc, 10 €, 25 €, 50 € ou 100 €. Bien évidemment, vous pouvez complètement les adapter en fonction de votre offre, en fonction de vos coûts, etc. Mais ce sont souvent les paliers les plus appréciés par les contributeurs. Voilà, essayez de proposer plusieurs types de paliers de façon à ce que les petits contributeurs puissent aussi avoir un moyen de contribuer, même s'ils n'ont pas forcément les moyens de contribuer à hauteur de 200 €, mais aussi prévoir pour les personnes qui souhaiteraient donner une certaine somme d'argent par rapport à ceux qui n'ont pas forcément les moyens. Donc voilà, bien penser à tous ces paliers-là. Et donc, je vais vous donner, par exemple, on a un projet qui est sur Ulule en ce moment pour vous donner un petit peu une idée de schéma. Un cadre photo fabriqué avec des matières recyclées. Donc, par exemple, pour ce projet, le schéma de contrepartie, il y a une première contrepartie symbolique à 5 € en guise de remerciement. Une deuxième qui monte un petit peu à 20 € avec un tirage photo pour avoir un petit peu un échelon, on va dire. Et ensuite, le produit, le cadre photo à 85 €. Et ensuite, pour un peu plus de 100 € le cadre photo avec un tirage. Donc, c'est pour vous montrer un petit peu ce que vous pouvez faire, même si vous ne proposez qu'un seul produit. Essayez d'avoir une diversité d'offres en faisant parfois des packs avec un autre produit, une autre expérience ou une autre contrepartie symbolique qui peut avoir un lien direct avec le projet. Du coup, ah oui, donc on a aussi plusieurs fonctionnalités qui sont liées à ces contreparties. Donc, je ne vais pas toutes vous les énumérer maintenant. De toute façon, vous pouvez les découvrir à partir du moment où vous vous lancez. Vous pouvez avoir des contreparties à la une qui permettent de mettre une contrepartie phare en avant. Si vous préférez, mettre en place des contreparties secrètes qui permettent de donner l'accès à une contrepartie seulement à une sélection de personnes que vous aurez choisies en amont. Vous pouvez limiter la quantité de vos contreparties si vous voulez faire des early birds pour accentuer un petit peu le côté urgent au début. Voilà, autant de fonctionnalités que vous pouvez découvrir et de toute façon, si vous souhaitez vous lancer sur Ulule, vous avez un coach assigné qui pourra vous renseigner sur l'ensemble de ces fonctionnalités si vous voulez en mettre en place. Donc voilà, je veux bien que tu passes. Oui, j'ai une question. Donc les contreparties, donc, on les affiche ou on les affiche pas sur le site. Hein, j'ai vu qu'il y avait il y a différentes. On peut faire des contreparties cachées. Exactement, c'est ça, c'est les contreparties secrètes. Celles-ci ne sont pas visibles sur le site. Et mais on affiche ce qu'on veut par rapport à ton exemple tout à l'heure avec les cadres photos et les photos. Là. On dit, la plateforme affiche
les paliers en euros ou affiche, voilà, là vous avez une photo, là vous avez un cadre photo? Oui, alors sur le site, donc si vous visualisez la plateforme sur ordinateur, donc il y a la page projet qui prend 3/4, je dirais, de l'écran. Et ensuite, sur la droite, il y a une petite colonne avec les différentes contreparties, donc avec le titre de la contrepartie, le descriptif et à côté le prix en euros. Et donc sur téléphone, c'est quand vous faites défiler la page projet, en dessous, il y a la liste des contreparties, donc avec le contenu et le prix indiqué juste à côté. D'accord. Voilà. Slide suivante. Oui. Donc maintenant, on va passer à l'animation de votre collecte. Donc, c'est bon, vous avez défini votre objectif, la durée de la campagne, votre schéma de contrepartie. Maintenant, il va falloir l'animer, animer votre communauté. Donc, encore une fois, on en revient au travail de préparation et au fait que c'est un travail qui se fait en amont, avant la campagne. Tout ce que vous allez préparer pour tout ce que vous voudrez faire en termes d'animation, le contenu que vous allez vouloir pousser à vos contributeurs sur votre page, sur vos réseaux sociaux, etc. Tout cela, on conseille de vraiment, encore une fois, le préparer avant le lancement parce que voilà, votre campagne va vous demander beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc, il vaut mieux avoir préparé au moins une partie de votre communication en amont de façon à ce que vous ne risquiez pas de bâcler votre communication une fois lancée, parce que Dieu sait qu'une mauvaise communication, ça peut vraiment desservir votre projet et du coup le fait d'aller chercher le grand public. Donc voilà, préparez tous vos contenus au maximum à l'avance, ce que vous voulez partager comme information autour du projet. Et donc, comme vous pouvez le voir sur ce petit schéma, donc, on a la période de pré-campagne et ensuite, on a la période de lancement. Donc, à ce moment-là, comme on l'a dit plusieurs fois, la communication va être pour votre premier cercle. Voilà, fédérez vos proches le plus vite possible pour atteindre vos 30%. Donc, ça se fait principalement par du mailing, du contact personnalisé, voilà, des envois de messages, prévenir un à un l'ensemble de vos proches au moment du lancement, de façon à ce qu'ils soutiennent le plus rapidement possible, de façon à garder cette bonne dynamique. Ensuite, une fois les 30% atteints, vous pouvez diffuser l'information de manière officielle à votre second cercle. Donc là, ça passe par votre site internet, par vos réseaux sociaux, le fait d'inciter vos premiers soutiens à eux aussi partager sur leurs réseaux sociaux pour répandre la bonne nouvelle au maximum. Et ensuite, à partir du moment où vous commencez à atteindre plutôt les 50%, un peu plus des 50%, vous pouvez commencer à contacter peut-être d'autres formes de communication, d'autres canaux comme des médias, des influenceurs ou faire de la communication hors ligne, même si pour l'instant c'est un petit peu compliqué. On commence à en voir le bout, donc ça c'est aussi un outil de communication à ne pas négliger. Et donc ça, c'est ce qui vous permettra par la suite d'atteindre votre troisième cercle, donc le grand public qui ne vous connaît pas encore. Et donc là, comme vous pouvez le voir sur le schéma, il y a une petite flèche indiquant la fin de collecte. Les 4 derniers jours de votre campagne sont vraiment très très importants et surtout à ne pas négliger. Peu importe si vous avez déjà atteint votre objectif depuis longtemps, vous avez déjà dépassé les paliers, il faut que vous sachiez que 20 à 25% des fonds en moyenne sont collectés pendant les 4 derniers jours. Parce que, comme Lucille l'expliquait avec la définition de la durée, il y a un vrai effet de procrastination. Donc, les personnes contribuent énormément en fin de collecte. Ils se disent, ah, c'est vrai, là, j'ai plus de temps, donc c'est le moment pour moi de contribuer parce que sinon, je risque de louper le coche. Donc, pendant ces 4 derniers jours, vraiment ne pas hésiter à pousser d'autant plus de contenu, de posts, de news. Ça, c'est un des outils que vous allez avoir sur votre page. Donc, utilisez vraiment tous les piliers de communication que vous avez pour pousser l'information au maximum en dernière minute. Donc là, je vous parlais de la news. Je vous fais un petit récapitulatif des différents piliers de communication que vous pouvez utiliser.
Ça peut passer par du mailing, des mails directs ou génériques. Donc, les news c'est une petite catégorie que vous allez avoir sur votre page. Ça permet de donner des actualités régulières, un petit peu comme si vous postiez un article sur un blog, finalement. Et au-delà de ça, l'ensemble des articles que vous allez poster sous forme de news sont aussi envoyés par mail sous forme de newsletter à vos soutiens, à vos contributeurs et contributrices. Donc, c'est un bon moyen de donner des nouvelles, de créer un petit peu de lien, d'intégrer vraiment le soutien à votre campagne. Donc, pilier très important. Et ensuite, la réponse à vos commentaires. Vous allez voir aussi sur votre page une section commentaires où vos soutiens peuvent mettre un petit mot pour vous encourager au moment où ils contribuent. Donc, très important de leur répondre pour montrer que vous êtes là, que vous voyez leur message et que vous les remerciez sur ce point-là. Et ensuite, autre pilier, donc réseaux sociaux dont on vous a déjà parlé, presse et communication hors ligne. Bon, voilà, je veux bien que tu passes à la slide suivante. Et du coup, on arrive à la fin de cette présentation. Donc, on vous a, bien évidemment, on pourra vous partager ce document, cette présentation, et on vous a aussi joint des guides pratiques qui résument un petit peu tout ce qu'on vient de vous présenter avec Lucille et qui vont un peu plus en profondeur sur certains aspects. Et donc, sur la slide suivante, on vous a aussi… Je voulais juste préciser, Laure, que donc, tous les slides, vous pouvez les retrouver avec le replay. Et puis que les 2 carrés verts que vous voyez là, ils sont cliquables en fait. Ouais, passez votre souris dessus et vous arriverez sur les pages où vous allez trouver leurs chouettes conseils et leurs chouettes conseils pour animer vos campagnes. Et je passe la slide suivante. Ouais, et là, c'est pareil, donc c'est sous forme de lien. Vous avez plusieurs ressources utiles. Par exemple, un kit pour bien créer des conseils pour bien créer une vidéo de campagne, un guide fiscal là, pour toute la partie comment déclarer vos dons en fonction du statut avec lequel vous allez porter votre projet, si vous êtes un particulier, une entreprise ou une association. Donc, ça ne se fait pas de la même manière. Donc, voilà, donc, tout un tas de petites choses, des conseils pour la publicité sur les réseaux sociaux, etc. Donc, voilà. Et maintenant, on est disponible pour répondre à l'ensemble de vos questions. Make good things happen. Oui, bah oui. Mais qui est cette dame en photo? C'est Michel. Michel. Ah, c'est Michel. Ah oui. Eh bien, merci Lucie et Laure. Oui, je vais te proposer, Lucille, de revenir avec ta caméra. À mon avis, ça va être ta bande passante qui a dû diminuer au tout début là. Écoutez, donc j'ai vu pas mal de choses dans le chat. Mettez bien vos questions dans l'onglet de questions, s'il vous plaît. Et puis, j'ai vu qu'on m'avait demandé le lien pour revoir le replay de la semaine dernière. J'aurais bien voulu vous le mettre dans le chat, mais malheureusement, le site Second Souffle, le serveur du site Second Souffle est planté. Donc, si ça revient tout à l'heure, je vous le mettrai. Sinon, on va passer aux questions, bien sûr. Alors, sur une question de Valérie. Quelle est la valeur ajoutée de Ulule par rapport à un autre partenaire de crowdfunding? Ce qu'on dit toujours, c'est que, déjà, Ulule a un certain nombre de personnes, d'Ululeurs. C'est le plus gros site de crowdfunding français. 3 millions de visiteurs sur la page, donc ça apporte énormément de visibilité. Mais ce qu'il faut que vous reteniez, c'est que ce n'est pas la plateforme qui va faire votre campagne, c'est vraiment vous, comment vous allez la mener. C'est le point le plus important. Alors, l'outil Ulule peut apporter de la visibilité, c'est vraiment un bon moyen d'amplifier, étant donné que, encore une fois, on a quand même beaucoup de visiteurs sur notre page. Mais le point le plus important, c'est la manière dont vous allez mener votre campagne. Donc, l'outil est un bon amplificateur, Ulule est un bon amplificateur, mais ce qui compte au final, c'est votre stratégie initiale. Donc, et Ulule existe depuis combien de temps? 10 ans. 10 ans. Eh oui. On a fêté nos 10 ans l'année dernière.
Ah, et je n'étais pas invité, par contre. C'était en plein Covid. C'était un peu compliqué. Pour ça. Mais, je vous invite pour les 11 ans de Second Souffle et j'espère que vous m'inviterez pour les 11 ans de Ulule. Bien sûr. Mais ouais, pour compléter ce que disait Laure, c'est sûr que le succès de votre campagne, ce sera avant tout votre préparation, votre communication. Voilà, il faut se poser la question de la plateforme. Il y en a plusieurs. C'est pas forcément évident de faire un choix. Il y a plusieurs choses qui peuvent rentrer en compte. Je dirais que ça dépend aussi de vous, ce que vous cherchez. Ulule, c'est une plateforme généraliste. Il y a des projets qui vont préférer des plateformes spécialisées. Puis il y a aussi une question de goût, de design de la plateforme, de fonctionnalité, etc. Mais voilà, en tout cas, c'est en effet pas la plateforme qui fera le succès. Hein. C'est avant tout vous et votre préparation. Donc, il faut aussi se concentrer là-dessus. Ça, c'est très important. Hein. On le souligne souvent, nous, chez Second Souffle. Hein. Ce qui est important, c'est le projet en lui-même. Mais ce qui est encore plus important, c'est vous. Parce que c'est vous qui allez piloter tout ça. Donc, si on dit que la voiture est une très bonne voiture, ça correspond au projet. Si à l'intérieur de la voiture de course, vous mettez un mauvais pilote, c'est-à-dire vous, futur entrepreneur, vous avez beau avoir la meilleure voiture du monde, vous n'allez pas gagner la course. Hein. Il faut que ça marche de pair. Ça, c'est tout à fait ça. Alors, Amandine nous dit, si on est déjà allé chercher la Love Money avant le lancement de la campagne, que peut-on faire ? De la part du premier cercle, du coup ? Je suppose que Love Money, oui, je le comprends comme ça aussi. Moi, c'est le premier cercle. En soi, je conseillerais plutôt d'essayer d'impliquer le premier cercle à partir du moment où vous lancez la campagne. Pour moi, dans tous les cas, il est vraiment nécessaire que l'argent que vous collectez, du coup, de la part de vos proches, donc la Love Money, soit visible sur votre jauge au cours de votre campagne. Donc, c'est ce qui va vraiment motiver le reste des contributions. Donc voilà, je ne sais pas ce que tu en penses, Lucille. Mais... je dirais que ça dépend à quel point vous avez sollicité votre premier cercle, à quel point vous l'avez essoré. Si vraiment votre premier cercle est épuisé, que vous avez récupéré toute la Love Money que vous pouviez, ça va être compliqué de faire un crowdfunding derrière parce que ça veut dire que vous n'allez pas réussir à les remobiliser sur la campagne et à atteindre ce fameux seuil psychologique engageant. Donc voilà, vous me dites non, on a effectivement un peu de Love Money parce qu'on en a parlé un petit peu à certains proches, etc. Mais c'était pour une première phase d'amorçage du projet. On a bien conscience que c'est important de prendre les cercles sur le crowdfunding. Donc, on a aussi d'autres gens qu'on va solliciter. Ils sont prêts à redonner. Là, c'est possible. Ça dépend d'à quel point vous l'avez sollicité et à quel point, selon vous, ces personnes vont être prêtes à redonner, à repartager et à s'engager de nouveau sur la campagne. Ah, voilà la question de Soulem. Où va l'argent si on n'atteint pas l'objectif ? Elle retourne à domicile. Donc, à la date de fin de la campagne, les contributeurs sont remboursés dans un délai de 72 heures. Donc, voilà. J'ai pas entendu un palier de… Dans un délai de 72 heures. À partir de la date de fin de la campagne, si l'objectif n'a pas été atteint, les contributeurs sont remboursés. Et pas de commission Ulule, bien sûr, dans ces cas-là. C'est une opération blanche, sans frais. Vous perdez seulement le temps investi dans la campagne. Ah tiens, Marie-Stéphanie nous dit « Je comprends le principe du palier minimum, mais est-ce que c'est aussi la règle du tout ou rien pour chaque palier suivant ?» Alors non, c'est vraiment pour l'atteinte du palier à 100%, l'objectif. À partir du moment où vous avez atteint votre objectif, vous touchez dans tous les cas les fonds, moins la commission Ulule, mais il suffit d'atteindre les 100% d'objectif pour pouvoir toucher vos fonds. Voilà. Voilà, ça j'ai trouvé ça bien aussi. Nadège nous dit « Si le palier n'est pas atteint, la liste des contributeurs et leurs emails coordonnés sont communiqués aux porteurs de projet ou pas ?» Oui. En fait, si vous lancez votre campagne, il y a une petite section qui s'appelle « Liste de mes soutiens ». Donc là, vous avez accès à l'ensemble de vos soutiens dans toute la campagne, les controvertis qu'ils ont sélectionnés, et donc les informations qu'ils vous auront laissées
en fonction de s'il y a des livraisons, etc. Donc, ça peut être... il y a forcément l'adresse email et ensuite, potentiellement, l'adresse dans le cas des livraisons. Et donc, cette liste, vous y avez dans tous les cas accès tout le long de votre campagne. D'accord. Amandine, de nouveau, quelques exemples de contributions symboliques pour un projet associatif, s'il vous plaît. Donc ça se représente très souvent sous forme de remerciements, par exemple remerciements publics sur un site ou sur les réseaux sociaux ou des cartes de remerciements. Si vous êtes une association, par exemple, qui apporte son soutien à des élèves dans une école, ça peut aussi être un message de la part des enfants ou une rencontre avec les enfants ou le fait de pouvoir parrainer quelqu'un, un élève, ça peut se présenter sous cette forme-là. C'est des contributions qui plaisent. Et pour compléter, juste pour les assos, si vous êtes une asso reconnue d'intérêt général, vous pouvez proposer des reçus fiscaux dans les contreparties. Alors par contre, attention, c'est le seul cas où vous pouvez proposer des contreparties. C'est si la campagne est portée par une association reconnue d'intérêt général ou d'utilité publique et éligible et autorisée à émettre des reçus fiscaux. Donc il y a ça, et comme disait Laure, très souvent des contreparties symboliques. Après, il y a aussi ce qui est souvent aussi apprécié des contributeurs et contributrices, c'est les contreparties expérientielles. Une rencontre avec les bénévoles, une rencontre avec l'équipe du projet. Peu de contreparties matérielles en revanche, parce que c'est vrai que sur cette typologie de projet, on donne avant tout pour la cause. La contrepartie, ça peut nous pousser effectivement à donner plus vite ou à donner plus. Mais les gens donnent avant tout pour la cause. Donc, on n'a pas forcément envie de recevoir un mug ou un stylo parce qu'après, on a la sensation que finalement, l'argent que vous collectez, c'est pour financer des goodies, des objets. Donc, ça, c'est moins... c'est pas trop à privilégier sur des campagnes associatives, plutôt du symbolique, de l'expérientiel et des reçus fiscaux, si vous pouvez le proposer. Je précise que Second Souffle est une association d'intérêt général et que vous pouvez faire vos dons en ligne sur le site quand il fonctionnera, parce que je crois qu'il ne fonctionne toujours pas. Non, toujours pas. Et que pour les particuliers, le rescrit fiscal est votre déduction fiscale est de 66% pour les particuliers et 60% pour les entreprises. Une question de Camille. Alors attention Camille, elle a un gros projet, elle a besoin d'un financement participatif à hauteur de 200 000 €. Est-ce que c'est possible? Si oui, quelle plateforme est la plus adaptée? Du coup, 200 000 €, je suppose que là, ce serait fixer un objectif minimum. Nous, ce qu'on rappelle, c'est que le crowdfunding, dans ce genre de cas, c'est plus, il faut le considérer comme un ajout et pas forcément financer l'entièreté du projet. Parce que 200 000 €, c'est un objectif très, très, très élevé, donc qui peut s'avérer difficile à atteindre. Donc là j'ai pas trop d'informations sur le projet, je sais pas exactement à quoi ça correspond, mais essayer de prendre le crowdfunding comme un plus et aussi un moyen d'acquérir de la visibilité et pas forcément le fait de financer l'entièreté d'un projet, surtout pour un montant aussi élevé la plupart du temps. Là, par exemple, le montant d'une campagne en moyenne sur Ulule, c'est 5 000 €. Donc, on est loin quand même des 200 000. Voilà, c'est à prendre en compte. Plutôt se fixer sur une partie du financement un peu minime, mais qui permet d'apporter les fonds en plus, mais pas financer l'entièreté d'un projet. Pour donner un autre ordre de grandeur, sur Ulule, depuis 10 ans, c'est 35 000 projets qui ont été financés. Et il y en a un peu moins d'une centaine qui ont dépassé les 100 000 €. Donc voilà, se dire que vraiment déjà au-delà des 10 000 €, on passe sur des campagnes importantes. Dépasser les 100 000, le crowdfunding don contre don, si c'est vraiment votre minimum, comme disait Laure, c'est pas la solution adaptée. Faut voir ça comme si le projet est éligible, bien sûr, si ça rentre dans les dynamiques. Vous pouvez quand même faire une campagne, mais le financement, ce sera une brique complémentaire d'un budget plus global. Après, ça pourrait se financer sur d'autres plateformes, d'equity ou de lending, mais là, pour le coup, on n'est pas du tout spécialiste, il y a d'autres mécaniques et ça dépend aussi beaucoup du projet en lui-même. C'est difficile de répondre sans savoir quel est le projet.
Marie-Claude nous dit, peut-on indiquer qu'une partie des fonds collectés seront redistribués à une association 1901? Oui, bien sûr. Oui, si vous portez, si vous portez votre projet sous le nom d'une association, bien évidemment, oui. Je crois que je comprends un peu différemment la question, Laure. Je pense que, après, il faudrait spécifier, mais est-ce que si on est une entreprise, on peut reverser les fonds à une association? Si c'est ça, oui aussi. Une partie, l'intégralité, c'est tout à fait possible. Et nous, on a beaucoup le cas sur Ulule où une grosse partie des projets entrepreneuriaux vont souvent reverser une partie de leurs fonds à une association en fonction de la typologie du projet. C'est assez courant et souvent, effectivement, c'est indiqué sur la page. Donc ça, c'est possible, oui. Alors, pour préciser à Valérie, tout à l'heure, vous parliez d'animer sa page, vous parlez bien d'animer la page dédiée sur Ulule. Oui, et du coup, l'animation se passe sur la page, comme je disais, avec les différents éléments, les commentaires, les news, même la description que vous pouvez modifier tout au long de votre campagne. Mais l'animation passe aussi du coup sur vos autres piliers qu'on a mentionnés plus tôt, donc réseaux sociaux, communication en ligne, etc. Oui, bien sûr. Alors, nous avons un dessinateur parmi nous, Yvan. Pour une auto-édition de BD qui n'est pas encore terminée, quelle durée préconisez-vous entre la clôture du financement et l'envoi de la BD? Je peux répondre pour le coup, j'accompagne tous les projets d'édition sur Ulule. Alors, le délai moyen de livraison des contreparties sur Ulule au global, c'est 6 mois. Ouais, ça peut paraître assez long, mais parce que voilà, on ne commande pas sur Ulule comme sur Amazon. Les gens ne s'attendent pas à recevoir la contrepartie dans les jours qui suivent. C'est normal que vous ayez besoin de temps pour finaliser le projet et l'envoyer. Donc, c'est 6 mois en moyenne, mais il y a quand même une grosse variation en fonction des typologies de projets. Sur certains types de campagnes, ça peut prendre 1 an pour les projets plus techniques, technologiques, notamment aussi tous les projets jeux de rôle. Campagne plutôt entrepreneuriale, ça va être plus court, 4 à 5 mois. Pour de la BD d'édition, je dirais que c'est un peu plus court aussi. C'est entre 4 à 6 mois. Et parfois plus tôt. Voilà. Après, de toute façon, c'est à vous d'estimer au mieux quand est-ce que vous pourrez livrer vos contributeurs. C'est indiqué sur la page. Il faut être transparent, il faut leur dire. S'il y a des retards, c'est pas grave. C'est souvent le cas aussi. Vous pouvez faire face à des imprévus. C'est pas grave à condition que vous expliquiez bien aux gens où vous en êtes, ce qui se passe, pourquoi il y a des retards. Et à partir du moment où vous êtes transparent et que vous communiquez dessus, les contributeurs et contributrices sont généralement très, très compréhensifs. Il y avait une autre question d'Yvan. Voilà. Il demandait pour l'édition de la bande dessinée, est-ce qu'une dédicace avec dessin original est une bonne contrepartie? C'est parfait, c'est très exclusif, c'est très en lien. Ça peut même être limité. Par exemple, on dit c'est les 50 premiers qui reçoivent la BD dédicacée exclusive. Ça ajoute de l'exclusivité, ça engage encore plus les premiers contributeurs. Donc, tout à fait, très bon exemple. Yvan, tu es prêt à te lancer? De prestations de secrétariat. J'avais d'autres questions. Attendez, parce que j'ai été déconnecté, je ne sais pas si vous avez vu, mais donc c'est peut-être moi finalement, Lucille, qui a un problème de connexion aujourd'hui. Quels sont les critères de sélection d'Ulule pour valider une campagne de financement participatif, nous demande Valérie. Là, j'ai vu une question dans le chat qui a un peu un lien avec celui-ci. J'ai une question qui demandait, par exemple, si il était possible de faire un crowdfunding sur Ulule pour financer des études. Ça, par exemple, ce n'est pas éligible sur Ulule. Pourquoi? Parce que c'est trop personnel. Donc ça, c'est un des critères les plus importants. Il faut que votre projet puisse bénéficier entre guillemets à quelqu'un d'autre, que vos soutiens est vraiment quelque chose qui en ressort. Par exemple, là, dans le cas de financer ses études, c'est trop tourné sur soi-même. Il n'y a pas vraiment une offre en échange du soutien. Donc, si le projet est trop personnel, ça n'est pas éligible en crowdfunding, tout simplement. Ouais, pour compléter ce que tu dis, Laure, c'est exactement ça. En fait, nous,
Ulule, c'est vraiment là pour soutenir des initiatives collectives, communautaires, les projets trop personnels, type financement d'études, financement d'une formation, soins médicaux, soins vétérinaires. C'est pas éligible sur Ulule. Il y a d'autres outils de collecte en ligne où c'est possible, les cagnottes, type Litchi, le pot commun, tout ça, où là c'est possible. Ulule, c'est vraiment une plateforme de crowdfunding, donc faut que finalement il puisse intéresser le troisième cercle. Et un autre critère aussi c'est quand on estime qu'il y a une mauvaise adéquation entre l'objectif que vous cherchez, et qu'on estime que du coup ça va pas marcher avec la dynamique du LUL, du tout ou rien et de la durée. Je prends l'exemple de quelqu'un qui me dit j'ai envie d'ouvrir un restaurant, mais j'ai pas d'apport, voilà, personne ne peut me soutenir, j'ai besoin de €. Là, typiquement, sur LUL, nous, on va refuser, on va envoyer vers d'autres solutions de financement parce qu'on estime qu'aller chercher 50 000 € sans communauté, voilà, avec ce qu'on vous a expliqué, la mécanique des 3 cercles, on sait d'avance que ça ne marchera pas pour faire gagner du temps à tous les parties. Et puis, on va aussi refuser les projets qui sont trop B2B. Vous l'avez aussi sans doute un peu compris, sur Ulule, c'est avant tout des particuliers. Donc, si vous avez un projet entrepreneurial à destination d'entreprise, bon, a priori, c'est plus compliqué de lancer en crowdfunding, où là, c'est plutôt que des particuliers que vous essayez de séduire avec des contreparties. Donc, ça aussi, c'est des typologies de projets qu'on n'accepte pas. Après, on a d'autres critères, mais on lit toutes les propositions de projets qu'on reçoit et on ça du côté de l'équipe projet. Françoise vous demande, est-il possible de faire plusieurs campagnes par an? Oui, c'est possible, mais il faut faire attention à ça. Il ne faut pas que vos campagnes, par exemple, soient trop rapprochées. Pourquoi? Parce que voilà, vous lancez votre première campagne, vous allez beaucoup solliciter votre cercle proche, votre communauté. Ce qui fait que si vous voulez relancer une deuxième campagne, mais dans un laps de temps assez réduit après, ça va être plus compliqué d'aller chercher vos soutiens, parce que, étant donné qu'ils auront déjà participé un peu plus tôt, ils seront un petit peu moins engagés, un peu moins enclins à contribuer. Donc ça, c'est un élément qu'il faut garder en tête. Oui, en soi, vous pouvez le faire, mais ne pas faire de campagne de manière trop rapprochée, parce qu'au bout d'un moment, simplement, vos soutiens ne vous suivront plus forcément, parce que si c'est trop redondant, c'est plus difficile du coup, de les attirer, de les inciter à contribuer. À moins qu'on ait une double vie, avec un double nom. Et donc, deux cercles d'amis proches. C'est possible. Oui, dans ces cas-là, c'est possible. Et deux autres conditions aussi, il ne faut pas que ce soit pour le même projet. Réengager des gens sur le même projet alors que vous avez déjà financé, ça va créer de la confusion, ça ne va pas marcher dans ce cas-là. Et aussi, veillez bien à avoir livré vos premières contreparties à votre premier avant de relancer. Parce que voilà, il y a aussi une question de confiance qui est importante. Mais c'est tout. Le laps de temps dont Laure parlait, c'est en moyenne 6 mois au moins, 6 mois, 1 an avant d'attendre. Ça va dépendre de la vitesse à laquelle vous pouvez livrer. Mais nous, on le voit, pour beaucoup de projets, je pense notamment à l'édition, le crowdfunding devient un vrai modèle économique en soi, où les auteurs, autrices lancent le tome 1, puis le tome 2, puis de nouveaux livres. Et c'est très courant pour eux de s'auto-éditer de cette manière-là. En musique, même des projets entrepreneuriaux, à chaque lancement de produit, il peut y avoir une nouvelle campagne. Donc c'est possible, mais ça prend du temps. En général, les gens, avant de se lancer, puis ensuite ils se lancent une fois, et là ils sont calmés pour l'année. Et ils ne se relancent pas avant l'année suivante. Bon, ça va bientôt être la fin. Peut-être dans les dernières questions, Valérie qui nous demande quelles sont les étapes échanges à partir du moment où l'on prend contact avec vous pour lancer une campagne. Donc, il y a la toute première étape où vous allez déposer votre projet. Donc là, il y a une petite phase d'acceptation ou non du projet sur la plateforme. Une fois que le projet est accepté, voilà, c'est un délai d'environ 1 jour, je pense, 1 jour avant d'être accepté. Et une fois que le projet est accepté, vous allez être mis en relation avec un coach dédié en fonction de la typologie de votre projet. Et donc là, vous avez le temps que vous voulez pour travailler sur votre page. Il n'y a pas de limite de temps, elle peut rester en brouillon pendant des années si vous le souhaitez. Et donc,
avec votre accompagnateur qui est toujours disponible en fil de discussion pour répondre à vos questions. Et donc, une fois que votre page vous semble prête, vous pouvez soumettre votre page pour lecture. Ensuite, c'est au tour de votre accompagnateur de regarder, de vérifier un petit peu tous les éléments de votre page, vous faire ses retours, donner ses conseils en fonction de ce que vous avez fait. Donc ensuite, il y a un délai d'environ, il faut compter 2-3 jours ouvrés entre le moment où vous soumettez votre page pour lecture et le moment où vous la valide, de façon à ce que vous puissiez prendre en compte tous nos retours. Et une fois que tout est bon, nous, on vous valide votre page et vous pouvez la mettre en ligne quand bon vous semble à partir de ce moment-là. Voilà. Bien, merci. Il y avait encore plein de questions qui étaient très précises sur des projets. J'invite Mina, qui avait un projet, qui avait posé des questions avant, puis qui a reposé une question là. Il y a plein de questions qui sont très très précises. Je suppose qu'on peut leur conseiller, c'est d'abord de vous contacter, de présenter votre projet. Comme ça, vous saurez directement si c'est accepté ou pas sur Ulule. Mais vous avez bien compris le principe, hein, c'est surtout pour financer une partie de votre projet, pour financer un test pour lancer un produit. Ça fonctionne plutôt pour le B2B, hein, le B2C, pardon, et que les projets d'envergure, c'est peut-être pas fait vraiment pour ça. Il y a d'autres solutions pour. Voilà. Bon, normalement, je vous invite, comme chaque semaine. Donc, vous aurez, comme le site ne fonctionne toujours pas, ne vous inquiétez pas, je vous envoie un petit mail à tous pour accéder au replay quand ça fonctionnera. Et sous la petite vidéo du replay, il y aura un petit lien pour télécharger tous les slides que vous ont présentés Lucie et Laure aujourd'hui. Et puis, sur le dernier slide, hein, vous avez l'adresse web de Ulule, c'est un lien cliquable. Voilà. Je vous présente simplement le webinaire de la semaine prochaine. Et on retrouvera nos amis Google. Et là, on parlera on vous dira comment réussir son entretien d'embauche ou entretien autre chose à distance. Voilà, c'est vendredi prochain à 14h. Normalement, comme toutes les semaines, à la fin de ce webinaire, vous êtes renvoyé directement sur la homepage, sur la page d'accueil du site Second Souffle. Mais comme il ne marche pas, ne vous inquiétez pas, vous aurez un message d'erreur. Pareil, je vous envoie tout ça par mail dès que ça remarche et vous aurez le lien pour vous inscrire la semaine prochaine. Voilà. Merci beaucoup. Ah si, je voulais dire une chose quand même que je ne sais pas si tout le monde l'a bien compris. Si votre projet est accepté chez Ulule, vous aurez peut-être la chance de travailler avec Lucille ou Laure. Oui. Et oui. Et quelle chance. Et quelle chance. Voilà, je vous remercie. Les autres coachs sont très bien également. Oui, vous êtes combien d'accompagnateurs, accompagnatrices? On est 10 sur les projets francophones. D'accord. Merci à vous deux. Et merci. Les amis, je vous dis à la semaine prochaine, vendredi 14h. Je vous souhaite un excellent week-end. À bientôt. Bye bye.